Françoise, on parlait tout à l'heure de David Bowie, on parlait de Bob Dylan, on parlait de tous ces gens-là. Il faut le dire, vous étiez leur fantasme sexuel. Oui, ça paraît étrange, mais... Pourquoi ça paraît étrange? Parce que c'est pas ça que j'incarnais véritablement. Hein. Si, c'est pas ça dont vous aviez conscience, mais c'est ça que vous incarnez. Oui. Oui, non, mais enfin, bon... je crois que c'était... Je crois que c'est trop réducteur, le qualificatif de sexuel pour... Je trouve qu'on n'a pas besoin de mettre un qualificatif à fantasme. Donc vous étiez leur fantasme. J'étais un de leurs fantasmes. Je me souviens que quand j'ai lu dans cette revue Mademoiselle H. Tendre que j'étais l'idéal féminin de Mick Jagger, mais j'étais alors vraiment au 7e ciel, parce qu'il était mon idéal masculin, tout à fait. Mais bon... Voilà, donc ce sont des choses qui font plaisir. Vous compreniez? Mais je ne pensais même pas à me dire, à essayer de comprendre ou de ne pas comprendre. Je sais pas, c'est loin, vous savez. Oui, c'est loin, mais regardez, c'est en face de vous en même temps. Ouais. Moi, quoi? Ah oui, non, mais il me faisait rêver, lui, véritablement. Hein, oh là là. Et le rêve est devenu réalité? Ah ben non, malheureusement. Les fantasmes, par définition, ça reste des fantasmes. Et vous avez été le fantasme, pas que de Mick Jagger, par exemple de David Bowie, regardez. I was for a very long time passionately in love with her, as I'm sure she's guessed. Every male in the world, and a number of females also were. And we all still are. He was the ultimate pin-up on most hip Chelsea beat bedroom walls. And I know for a fact many of the groups who were notorious and slowly becoming successful, such as the Rolling Stones, Brian Jones and Mick Jagger, the Beatles, John Lennon, Paul McCartney, and many other groups, all were desperately interested in having Françoise Hardy become their girlfriend in some way. So when she came to London, I think they all must have pitched in to try to be her boyfriend. C'est donc mais le manager des Sex malheureusement, les Pistols. Anglais sont très réservés. Donc... Il y a une anecdote célèbre, Françoise, qui vous concerne, qui concerne Bob Dylan. Lors d'un concert, il a refusé de remonter sur scène parce que vous n'allez pas le voir dans sa loge. Et vous y allez et vous dites, c'est son physique qui me frappe. Je suis effrayé par sa maigreur, sa mine cadavérique. Il était squelettique. Moi, j'avais l'air énorme à côté. Ouais. Donc nous étions plusieurs, vous voyez, Johnny, Hugo Frey, tous, on s'est tous retrouvés dans la suite de Bob Dylan au Georges V. Et puis d'un seul coup, il ouvre sa porte et puis il me fait venir moi et pas les autres. Hein. Et là-dessus, il sort un album qui n'était pas sorti en France. Il met sur on appelait ça un pick-up, tourne-disque. Et donc, il me fait entendre, pour la première fois, pour moi c'était la première fois évidemment, Just Like a Woman, et ensuite I Want You. Et c'est seulement en écrivant mon autobiographie que je me suis posé la question de savoir si quand il m'avait fait entendre I Want You, il n'y avait pas une arrière-pensée. Vous aviez une forme de naïveté à l'époque, oui, peut-être, Françoise. Oui, puis d'esprit d'escalier. Hein. Je me suis toujours plein de... Mais là, c'est mon plus bel exploit sur le plan de l'esprit d'escalier. 50 ans après. Ah, mais est-ce que par hasard... Mais parce qu'à l'époque, ça ne pouvait pas vous effleurer l'esprit parce que vous pensiez que vous ne pouviez pas être le fantasme de Bob Dylan? Non. Ça ne m'aurait pas effleuré l'esprit. D'abord parce que j'avais l'esprit accaparé par par quelqu'un d'autre. Et le cœur et tout le reste accaparé par quelqu'un d'autre. Et puis surtout, il avait l'air vraiment très très malade. Donc ça excluait beaucoup de choses. Hein. Il aurait été beau comme un dieu. J'aurais peut-être réagi autrement. Il aurait été beau comme Jacques Dutronc. Vous auriez agi autrement certainement. Ce qui nous amène à notre chapitre L'amour vache. Puisque l'un de vos livres préférés enfants, c'est La petite sirène d'Andersen, l'histoire d'un amour absolu vécu dans la souffrance et le sacrifice. Vous êtes masochiste. Vous l'avez reconnu sur le tas. Oui, véritablement, oui. Dites-moi plus que... Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Sur le masochisme. En effet, sur le masochisme... Vous me dites oui? Oui, je crois l'être. Et puis j'ai constaté aussi que Jacques avait des rapports sadomaso avec certains de ses amis.
Et je me suis dit, ben voilà, moi aussi, j'ai eu ce rapport-là avec lui, quoi. Enfin, il n'a jamais été... Pourquoi que ça lui est arrivé aussi d'être cruel, hein, parce que quelquefois, enfin, quand... vous savez, moi, quand j'ai bu un verre de trop, je suis euphorique. Je vois tout en rose. Et lui, il voit tout en noir et il peut devenir assez cruel par moments. Dire des choses vraiment désagréables. Et alors qu'il n'est pas du tout comme ça quand il est dans son état normal. Ça veut dire que l'amour pour vous, ça rime avec souffrance. Et donc non, mais c'est vrai que ces attitudes-là, enfin, comment dire, quand la personne quand l'homme dont vous êtes amoureuse vous sort des choses vraiment un peu cruelles, ça, d'une certaine manière, ça relance les sentiments, le désir que vous avez pour cette personne. Quand on est masochiste, on peut aussi fuir, Françoise. On peut aussi fuir la cruauté. Vous, elle vous attire. Ou en tout cas, vous la rejetez pas. J'ai mis très longtemps à réaliser ça, c'est mon attitude qui induisait ce que je redoutais chez l'autre. Chez l'autre, c'est donc chez Jacques. Oui, enfin... Et pas que, il vous en a fait voir des vertes et des pas mûres. Il faut dire qu'au début, vous avez été attiré par sa beauté incroyable. Dans le film Sale rêveur de Jean-Marie Perrier, c'est là où il est le plus beau à vos yeux. On va regarder Sale rêveur. Ah oui. J'ai un peu peur qu'ils reviennent. Ce n'est pas les hommes d'affaires de l'année passée. Ils sont sûrement dangereux. Si tu veux, je les reçois, moi. Non, je tiens pas. Pourquoi? Nous ne parlons plus, hein. Je t'aime. Arrête. Mais pourquoi? Tu as déjà dit à d'autres? Non? Qu'est-ce qui vous a attiré chez Jacques Dutronc? Il était irrésistible à tout point de vue. Il avait une forte personnalité. Il était très mystérieux. Il avait un talent fou. Et il avait ce charisme. Et puis j'aimais bien son attitude. J'ai tout le temps entendu dire qu'il était très timide et tout ça, ce qui est probable, hein. Mais il avait un côté un peu voyou sur les bords, quoi. Et les pures jeunes filles, les petites oies blanches sont attirées par ça, hein, par les mauvais garçons. Vous avez donc été attiré, vous vous souvenez d'ailleurs de votre première nuit, vous l'écrivez dans votre livre, de 10h du soir à 5h du matin, une nuit tout à fait extraordinaire. Je ne parle pas du dénouement, mais des prémices extraordinaires, parce qu'il n'a pas cessé de parler. Et malheureusement, lui qui ne parle jamais. Comme tout cela était très arrosé, je n'ai eu aucun souvenir de ce qu'il a pu me raconter. Comme c'est quelqu'un qui se tait la plupart du temps, je me mords encore les doigts d'avoir tout oublié, puisque vous n'avez jamais autant parlé que cette nuit-là, et plus après quasiment, quoi. Et oui, c'est certain. Oui, c'est curieux, hein. Mais il avait fait en sorte que, parce il était venu à plusieurs, comme toujours d'ailleurs, et donc il avait comploté avec ses copains. Qu'on le laisse seul avec moi à partir d'un certain moment et que si jamais l'opération réussissait, il agiterait un foulard rouge le lendemain. Et le lendemain, comme il n'a pas trouvé de foulard rouge, donc il a mis une chemise rouge. Voilà. Les premières années, vous les qualifiez d'heureuses. On est dans les événements de 68. Vous partez vous exiler avec lui en Corse. Des semaines assez idylliques où vous l'avez que pour vous. C'est après que ça se gâte, évidemment, puisque c'était un peu là... un peu le jeu du chat et la souris, mais ces premières années, celles-là, elles étaient particulières, elles n'ont pas ressemblé à toutes les autres qui ont suivi. Non, parce j'avais l'impression qu'il était plus en demande que moi. Mm-hmm. Donc voilà, puis après, comme je suis devenue beaucoup trop accro à lui, donc c'est moi qui étais trop en demande. Et c'est toujours quand on est trop en demande, même si on ne l'exprime pas ou pas souvent, l'autre le sent et ça le refroidit fatalement, hein. À partir de l'année 69, la relation se dégrade. Après, ça a été une relation compliquée. Ah bah oui. On ne se voyait pas souvent, hein. Pendant 7 ans, on vivait chacun chez soi
Et on se voyait beaucoup moins souvent que je n'aurais aimé. Et donc, voilà, il me fixait rendez-vous, je sais pas, deux fois dans le mois, et quelquefois, alors je ne vivais que dans l'attente de ces rendez-vous, et il arrivait souvent qu'il annule, ou il fasse annuler par son secrétaire de l'époque, à la dernière minute, le rendez-vous en question. C'était très difficile à vivre. Vous aviez un sentiment de dépendance par rapport à lui ? Ah oui, totalement. Oui, c'est ça qui est terrible dans le sentiment amoureux. Quand on est amoureux de quelqu'un, on tombe fatalement dans un état de dépendance qui est très difficile à gérer. Votre gestion, c'était d'essayer de le fuir un moment, mais le quitter définitivement à ce moment-là, c'était au-dessus de vos forces ? Mais je sais pas, j'ai vécu quelques, je sais pas, peut-être 2 mois, 3 mois, peut-être, comme ça, sans le voir. Finalement, les choses se sont arrangées parce qu'il passait dans ce cabaret qui n'existe plus, sûrement, qui s'appelait La Tête de l'Art L''ART. Bien sûr. J'ai dîné un soir avec notre éditeur et directeur artistique commun, Jacques Wolfson, qui, pendant le dîner, me dit « Tu devrais aller voir Jacques à la Tête de l'Art ». Voilà. Donc on est allés ensemble à la Tête de l'Art le voir, et puis c'est comme ça que les choses ont repris. Mais ça a été extrêmement éprouvant, parce que dans sa loge est arrivée Nathalie Delon comme un terrain conquis. Donc c'était... alors évidemment, elle était rayonnante, alors que moi, je n'étais que l'ombre de moi-même. C'était terrible comme situation. Vous aviez du mal très mauvais souvenir à le partager. Et lui, est-ce qu'il l'aimait vous faire souffrir, Françoise ? Ah non, je suis persuadée qu'il n'avait pas envie de me faire souffrir, mais qu'il avait envie de me garder longtemps. Et donc, probablement qu'une partie de ses comportements était dictée par ça, mais aussi dictée, il l'a expliqué clairement à Jean-Marie Perrier, parce que Jean-Marie et lui, ils se voyaient très très souvent, ils se voyaient beaucoup plus souvent que vous-même. Que Jacques et moi. Bon. Il a expliqué à Jean-Marie qu'il préférait commencer de la façon dont les gens finissent habituellement. Voilà. Avoir des aventures au début pour mieux être fidèle à la fin. Voilà. Sauf qu'il ne m'avait pas mise au courant. Et donc, la moindre des choses, c'est un deal, ça, ce genre de choses, ça doit être un deal, l'autre accepte ou pas. Parce que moi, en plus, j'étais tellement exclusive que je ne pouvais pas imaginer qu'il s'amusait quand je l'attendais. C'est Jean-Marie qui m'a fait comprendre ça. Un jour où Jean-Marie m'appelle, je pleurais au bout du fil. Enfin, j'étais lamentable, vraiment. Enfin, rien pour attirer quelqu'un qu'on souhaite attirer. Et Jean-Marie s'est énervé, à juste titre. Il me dit, bon, écoute, il me dit, ça suffit. Il me dit, alors, tu sais, Jacques, il s'embête pas, hein. Je peux te dire qu'il ne s'embête pas. Alors, sors un peu, vois d'autres gens. Hein. Voilà. C'est comme ça que j'ai compris... Alors, vous en avez vu d'autres gens, sauf que quand il l'a su, lui, ça lui a pas plu. Mais regardez d'abord comment il parle de votre relation, puisque, évidemment, il a été amené comme vous à parler de votre relation, et il décrit ce que vous dites. Enfin bon, j'avais dit un truc qui plaisait pas du tout à François. J'avais dit que j'avais plutôt fait ça à l'envers, quoi. Bon. Souvent, les gens se rencontrent et ne se quittent plus pendant 1 an, 2 ans. Et après, ça commence à s'effilocher plus ou moins. Moi, j'ai fait un petit peu l'inverse, quoi. J'étais pas très souvent là au début, quoi. Et après, un peu plus. Et après, voire même de trop. Puis comme j'ai toujours dit, il faut toujours garder plus ou moins ses distances pour éviter l'accrochage. Donc c'est pas mal. Enfin, c'est vrai que souvent j'ai donné rendez-vous un mardi, mettons 26 juin, et je suis arrivé qu'au mois de septembre. Mais à culpa. Non, mais en résumé, en conclusion, comme dire, je connais pas vraiment. Je connais pas vraiment bien. Ce qui est pas plus mal. Françoise et Jacques enfin réconciliés. Souvenez-vous, les années 60, le temps du bonheur. Et soudain, cet aveu de Françoise. Entre nous, c'est devenu irrespirable. La suite, on la connaît. Jacques avec ses chats, Françoise dans les étoiles. Mais un jour, une amie leur offre une lampe berger. Avec la lampe berger, vous purifiez l'air et vous le parfumez de 1000 senteurs. Lampe berger, c'est dans l'air et ça change tout. Alors maintenant, t'es contente ? Mais ça change tout.
Vous avez réussi à en rigoler. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour mettre du beurre dans ses épinards? Vous avez fini par en rigoler, mais la phrase de Jacques avant la pub, finalement, je la connais peu, même si c'est un peu de la provoque. C'est dur, François. On ne connaît jamais très bien quelqu'un, de toute façon. Et même soi-même, d'ailleurs, on a du mal à se connaître véritablement. Donc... Mais je vous voyais, Françoise, regardez l'anecdote quand il dit je lui donne rendez-vous un 26 juin et j'arrive le 26 septembre. Vous crispiez. Ah non, mais c'était très très douloureux, vraiment très douloureux. Non, c'est vraiment... Aujourd'hui, je suis libérée de ça. Et alors évidemment, je préférais avoir 30 ans de moins, mais je suis quand même pas fâchée d'être libérée de toutes ces choses extrêmement douloureuses qui vous empêchent de vivre, qui vous empêchent de vous intéresser à autre chose qu'à ce qui vous obsède et vous torture, quoi. Ça veut dire qu'il y a 15 ans, quand il vous a dit qu'il était tombé amoureux de son ancienne conquête, il n'y avait plus aucune jalousie quand vous savez qu'il a d'autres femmes dans sa vie, tout ça. Aujourd'hui, tout ça, il n'y a plus du tout de jalousie. Vous avez démêlé tout ça. C'est moi qui me suis vraiment détachée la première, mais comme à force de subir un traitement qui vraiment vous déchire trop souvent, à force, il y a un détachement qui s'opère à votre insu. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé. Sauf que ce qui est incompréhensible dans ce que vous nous racontez, c'est que vous, quand vous êtes tombée amoureuse, par exemple en 1988, d'un autre homme, lui, ça lui a pas plu du tout. Lui, il disait, en dessous de la ceinture, ça ne compte pas. Bon. Alors que moi, je fais partie des femmes dont je pense que c'est la majorité des femmes, je peux me tromper, mais qui associent tout, voilà. Du moment qu'on désire, on aime, du moment qu'on aime, enfin, du moment qu'on est amoureux, on désire, c'est complètement lié. Donc voilà, c'est toute la différence est là, tout le problème est là. Mais c'est moi qui ai fini par lui en parler parce que un soir il était là et puis il avait l'air de s'ennuyer comme très très souvent. Et au bout d'un moment je lui dis mais il y a rien qui t'intéresse? Puis rien. Bon et ainsi de suite. Donc au bout d'un moment j'ai pas pu résister. Alors ça c'est mon côté provocateur que j'ai aussi par moment et donc je vais balancer les choses. Et là, il a réagi. Enfin, il a réagi. Aujourd'hui, vous la décrirez comment, votre relation avec Jacques? Je pense très souvent à lui, bien entendu. Ça m'arrive de rêver de lui aussi. Et je rêve toujours de lui tel qu'il était dans l'extrait de film qu'on a vu. Je ne rêve pas de lui tel qu'il est aujourd'hui. Mais en même temps, quand on se voit, on se tape très vite sur les nerfs. On s'énerve très rapidement, de part et d'autre. Vous avez écrit qu'avoir des relations physiques avec son vieux mari, comme le dit l'inénarrable Claude Sarraute, revient quasiment à commettre un inceste. Je trouve que la nature est bien faite, justement. À partir d'un certain moment, voilà, il vaut mieux penser à autre chose. Il vaut mieux penser à son âme qu'à son corps. Voilà. On va parler de votre âme tout à l'heure. Puisqu'on parle de Jacques, on ne peut pas ne pas parler de Thomas, comme il le dit lui-même, votre plus beau duo. Et quand il est né en 1973, évidemment, c'était un événement médiatique. Ça change quand même beaucoup de choses. Je serais obligé d'aller fumer le cigare ailleurs, au fond à gauche, là dans la coin que vous connaissez tous. Et plus dans la même pièce, enfin... Et vous allez changer quelque chose alors à votre façon de vivre? Ah bah non. C'est-à-dire que c'est lui qui entrera dans la nôtre, surtout. On va pas tout transformer pour lui, au contraire, c'est à lui à s'habituer à notre vie, je pense. Enfin, il y a quand même des... Faut pas l'emmener en tournée, effectivement, mais... Certaines vedettes font participer leurs enfants à leur vie publique. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Oui, moi, je suis plutôt partisane du contraire. Parce que je trouve que... Enfin, qu'un enfant, c'est mieux qu'il ait la vie la plus normale possible. Ah ouais, entièrement d'accord. On n'a jamais parlé, moi. On a bien compris que vos parents ne vous ont pas donné confiance en vous. Est-ce que vous avez donné confiance à Thomas? Ah, ça... Il faudrait le lui demander à lui. J'adore cette photo. Il a 4 mois, là. Et c'est dans le square qui est au bout de la rue Saint-Louis-en-Lille, qui doit encore exister, je pense. C'est là où il a fait ses premiers pas, d'ailleurs. Sans Jacques, d'ailleurs, qui a mis 1 an à venir vivre avec vous. Ben oui.
accepté. Et en plus, parce que je lui ai posé la question, sinon il ne me l'aurait pas proposé. Il est spécial quand même. Ah oui, très spécial, mais enfin ça tient aussi à la manière dont il a été élevé par des parents qui cédaient à tous ses désirs. Et il aurait pu être 1000 fois pire qu'il n'est, avec des parents qui ne voulaient pas aller à l'école, ils n'allaient pas à l'école, ils ne voulaient pas se laver, ils ne se lavaient pas. Il aurait pu être vraiment bien pire qu'il n'est. Et Thomas, il est comment ? Ah ben Thomas, moi je le trouve parfait, il est... Mais non, je suis très fière de lui, très fière, vraiment. Vous qui mettez souvent des réserves sur les choses, pour Thomas, c'est sans aucune réserve, c'est l'absolu. Oh mais si, il y a des réserves. Ah. Par exemple... Oh, c'est difficile de parler de ça, mais... Par exemple... Mais bon, ça ce sont des affaires aussi subjectives, mais il y a eu des moments où je me suis inquiétée où je me disais, il ne perçoit pas forcément quelle est la chanson la plus accrocheuse de l'album qu'il a fait. Donc ça c'est quelque chose, et ça c'est très important d'avoir ce sens-là. Mais enfin bon, c'est compliqué aujourd'hui parce que choisir un premier single dont le sort de l'album va dépendre, c'est imposé par les médias, c'est imposé par la maison de disques, on n'a pas le choix. Mais ouais, je trouve qu'il ne devrait pas se laisser faire, mais je crois qu'il est très déterminé maintenant à faire ses propres choix, sans se laisser trop influencer. On dit un mot de votre caractère franc, on le voit depuis le début de l'émission, il n'y a pas tellement de filtres, vous dites ce que vous pensez, dans la façon dont vous parlez de Jacques Dutronc, vous n'y mettez pas de pincettes. Ce caractère sans filtre, on l'a dit au tout début de l'émission dans le petit magnéto d'introduction, Jean-Marie Perrier dit « Françoise est le chemin le plus court entre la pensée et la parole ». Par exemple, sur Cécile Duflot, dans un dernier livre, Avis non autorisé, vous n'y allez pas par 4 chemins. Vous dites comment ne pas être choqué par l'arrogance et le sectarisme de cette petite bonne femme. Comment ne pas être irrité par sa logorée débitée sur un rythme de plus en plus précipité au point qu'on finit par avoir envie de la bâillonner, etc., etc. C'est tout à fait ça. Hein. Mais vous êtes dure, vous le savez, Françoise, dans ce que vous pouvez penser et dire, ou écrire. Je dis, ce livre-là, il est particulier. Ça a été un bienfait pour moi de l'écrire parce que vraiment, je me suis défoulée. Chaque chapitre était une forme de défoulement. Toutes les vieilles dames qui vivent seules parlent trop de toute manière quand elles ont l'occasion de parler. Il y a des circonstances où ça sort, voilà. Et puis la solitude qui m'a fait... que j'ai si mal vécue pendant si longtemps, maintenant... elle est devenue mon amie. Maintenant, je ne peux plus m'en passer. Je me sens vraiment bien, vraiment libre de faire absolument tout ce qui me passe par la tête, que dans la solitude. Hein. J'ai compris, vraiment, ça m'a pris du temps, que la solitude était synonyme de liberté totale. La solitude, votre ami, heureusement vous en avez des amis, notamment Olivier Bellamy qui est avec nous. Il présente tous les soirs Passion Classique sur Radio Classique, émission à succès. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir Françoise. Bonsoir Olivier, cachotier. Quel ami elle est déjà Françoise Hardy, Olivier Bellamy? Eh bien justement, c'est dans son rire que je retrouve totalement Françoise, parce que c'est vrai qu'elle a l'image de quelqu'un de très mélancolique et que sa mélancolie fait partie de nous, en tout cas sa mélancolie très personnelle telle qu'elle l'exprime, trouve une résonance en nous, mais en même temps, c'est quelqu'un avec qui, moi c'est une personne avec laquelle j'ai le plus ri, c'est une personne très très drôle, parce que d'abord elle ne se paye pas de mots, elle est d'une grande sensibilité, et en même temps elle est un juge impitoyable. C'est peut-être ce paradoxe-là. Les artistes sont des tissus de paradoxes, mais s'il y en a un qui est particulièrement net chez elle, c'est ça, c'est une sensibilité à vif. Elle a une âme sans peau par-dessus. Et en même temps, elle est d'une lucidité tranchante, quelquefois. D'abord pour elle-même, et aussi pour l'entourage. Donc ça, c'est très bien pour l'art, parce que l'art doit partir d'un sentiment personnel, sincère, et après il faut travailler, il faut
peut lire. Donc tout ça est très bien. Pour sa vie personnelle, c'est plus compliqué. Et pour l'entourage, parfois aussi. Pourquoi pour l'entourage, parfois aussi? Vous dites, pour revenir au sujet précédent, ses amis ont envie de la protéger d'elle-même, parfois. La vie lui a beaucoup donné et la vie n'a pas été tendre avec elle. Mais je pense que c'est tous les artistes qui nous fascinent. Enfin, je ne la compare pas à Maria Callas, je sais que ça va la faire rire, mais Barbara, Véronique Sanson, tous ces personnages de femmes qui sont à la fois des icônes et à la fois, elles ont beaucoup souffert. Un mot sur son caractère. Si je dis rugueux? Non, je dirais anguleux. Écoutez sa voix. Sa voix est très caractéristique. Sa voix est une voix de jeune fille encore très douce, très pleine d'idéal. C'est du miel. Et en même temps, le rythme est très carré. Déjà, paradoxe. C'est un oxymore. Donc, elle est toujours en conflit, je crois, avec ces deux natures. Une nature très tendre, et puis un silex qui veut organiser tout ça. Merci beaucoup, Olivier Bellamy. Je vous retrouve sur Radio Classique. Merci à vous. Merci. Ils étaient là, tous ces amis, Françoise, pendant la maladie? Ah oui, bien sûr, oui. En 2003, on vous a diagnostiqué un lymphome de Malte, un cancer qui attaque le système lymphatique. Donc ça fait maintenant depuis 13 ans que vous luttez contre cette maladie. L'année dernière, ça a failli être la fin, on va y venir. Mais d'abord, donc, ces 13 ans de lutte avec cette maladie, comment vous les avez passés, vous diriez? Pendant plusieurs années, ça n'a pas été difficile parce que je n'avais pas de symptômes véritablement. Et puis petit à petit, il y a des symptômes qui sont arrivés et petit à petit, c'est devenu vraiment extrêmement difficile. Mais je ne peux pas parler des symptômes en question, c'est pas... je vais en dire un mot à votre place, mais juste pas pour les décrire, pour savoir pourquoi vous les décrivez comme ça dans le livre. Parce qu'en fait, vos nombreux passages à l'hôpital, depuis 13 ans, vous les avez décrits dans vos livres, et vous donnez tous les détails. Des détails pas du tout glamour, Françoise. Non, c'est pas ça du tout. Dans mon dernier livre, je parle de sujets assez sérieux. Et en particulier, le premier chapitre, je trouvais qu'il était très sérieux. Et donc, je voulais absolument qu'il y ait un chapitre amusant. Et je me suis dit, je vais parler des expériences surréalistes que j'ai eues comme la coloscopie, par exemple. Sur le plan médical et sur le plan paramédical, c'est-à-dire sur le Je donne un exemple pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Par exemple, oui, la coloscopie. Uniquement... Je comprends la démarche. À peine revenais-je des toilettes que je devais y retourner, en moins d'1 heure, j'avais le postérieur en feu et aucune crème pour calmer l'inflammation, très douloureuse, provoquée tant par la corrosivité de l'évacuation que par le manque de douceur du papier hygiénique de l'hôpital. C'était donc pour détendre l'atmosphère, c'est ça que vous nous dites, François? Oui, mais tout le chapitre est dans cet esprit-là. Il y a des choses pires encore. Oui, mais... je vous confirme. Non, mais parce que... C'est aussi parce que ce sont des choses tellement... j'entends parler régulièrement de coloscopie, ça a l'air d'être un examen anodin. En ce qui me concerne, c'est l'examen le pire que j'ai passé de ma vie et je ne veux plus jamais le passer. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis permis d'en parler parce que... Mais le regard des autres sur... l'icône Françoise Hardy, d'une certaine manière, que là on voit dans son intimité la plus absolue. Ça me faisait rire ce chapitre. J'ai ri en l'écrivant et donc je me disais, si ça me fait rire moi, ça va faire rire d'autres personnes. Vous vouliez détendre l'atmosphère d'une certaine manière dans ce livre et dans ces 13 ans, que je peux dire compliqués de lutte contre cette maladie? Non, mais ça a été compliqué ces dernières années seulement. Ça n'a pas été compliqué. Alors racontez-moi ça. Oh mais non, je ne peux pas raconter ça. Non, c'est pas possible. Non. Bon, enfin, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu peur d'avoir la grippe. Et je suis allée à l'hôpital pour qu'on vérifie que je n'avais pas ce problème-là. Et donc, je me retrouve à l'hôpital, où je pensais rester 2 jours. Et le premier jour, je prends une douche, normalement, seule, il n'y avait pas d'infirmière qui était là. Et le lendemain, l'infirmière arrive, elle me dit « Je viens vous aider pour votre douche ». Et je lui dis « Oh non, mais je l'ai prise hier, il n'y a eu aucun problème, je vais la prendre. » Voilà. Le problème qu'il y a eu, c'est que dès que j'ai fait couler l'eau, j'ai glissé et j'ai fait une chute, mais absolument catastrophique.
Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Et vous vous êtes enfoncé. Et à la suite de ça, je suis restée 5 mois hospitalisée. Et les médecins, donc, ont pensé que c'était la fin? Parce que comme je m'étais cassé beaucoup de choses, ils ont été obligés de m'opérer, j'ai fait un édème pulmonaire, il fallait me poser des drains, etc. J'étais dans un état de très grande faiblesse. J'étais tombée à 39 kilos, ce qui est très peu. Et voilà, et puis il y a eu un moment où il y avait plusieurs médecins, celui qui m'a opéré de la hanche, celui qui m'a opéré du coude, celui qui s'est occupé de l'édème pulmonaire, l'hématologue, oncologue, etc. Et donc tous, à un certain moment, ont constaté qu'ils ne pouvaient plus rien faire et que c'était fini. Ils ont prévenu Thomas, ce qui m'a beaucoup... bouleversée quand j'ai su ça, quand j'ai su par quoi on l'avait fait passer. Quoi. Vous êtes revenu à vous, et là vous avez quand même trouvé la force, c'est ça qui m'intéresse à ce stade, finalement de suivre un traitement et de revenir à la vie. Qu'est-ce qui fait que vous avez rebasculé du côté de la vie plutôt que de se dire bah, j'ai vécu la vie que j'ai vécue et je m'en vais? Ah mais moi de toute façon, quand je me suis réveillée, j'ai regretté de me réveiller, mais j'ai regretté parce que j'avais failli avoir la mort dont je rêvais. Et donc la question que je me suis posée en me réveillant, c'est pourquoi ce sursis? Pourquoi ce sursis? Thomas, il m'a dit, tu comprends? Il me dit, je sais que tu aurais aimé mourir de cette façon. Il me dit, mais quand le médecin m'a dit que si on t'administrait un traitement, tu pourrais aller mieux qu'avant, mieux qu'avant que je ne rentre à l'hôpital. Il me dit, tu comprends? Je pouvais pas résister, je pouvais pas dire non. Donc je suis dans cette phase de résurrection et naturellement j'espère qu'elle va durer. Mais je sais que bon, il est possible que ça ne dure pas, rien ne dure de toute façon. Puis bon. Et vous pensez à après? Je dis toujours que la mort, c'est l'âme qui est libérée du corps. L'âme est libérée du corps physique parce que la mort, c'est la mort physique. La mort, vous l'avez exprimée d'une certaine manière en chanson, en tout cas en 2012, pour votre dernier album, la chanson « Rendez-vous dans une autre vie ». Ah oui. « Rendez-vous dans une autre vie », j'ai écrit pour Jacques. On va l'écouter. D'accord. Pardon si je pars en catimini et sans prévenir. Pardon pour ce soir, pour hier aussi, la pièce rendez-vous plus tard dans une autre vie, ailleurs ou ici, pour nous aimer mieux et plus qu'aujourd'hui, ce n'est qu'un sursis. Oui, voilà. Ce que j'allais raconter, c'est que quand j'ai fait entendre les chansons de mon dernier album à Jacques, dès qu'il y a eu le début de cette chanson-là, il m'a fait, enfin non, il voulait pas l'entendre. Non, mais il savait pas ce que c'était du tout. Il ne savait pas de quoi ça parlait. Donc la seule que j'avais écrite en pensant à lui, il n'a pas voulu l'entendre, mais il ne savait pas de quoi il retournait. Peut-être que s'il apprend que je l'ai écrite pour lui, peut-être qu'il va l'écouter. Je ne sais pas. Et par rapport à lui, vous dites que celui que vous appelez désormais mon veuf imminent, vous souhaitez qu'il le devienne en effet et non l'inverse, car l'épreuve de sa disparition serait tellement au-dessus de mes forces sur plusieurs plans. J'ai toujours eu l'impression que si l'un des deux mourait, l'autre ne tarderait pas à suivre. Évidemment, on a le même âge, vous comprenez, donc et puis on est tous les deux dans des états physiques quand même pas très très brillants. C'est pas très brillant son état lui, même si lui, comparativement à moi, est une véritable force de la nature. Vous parlez de l'état physique, on dit un mot du physique, Françoise Hardy. Oui. Vous qui... Vous me dites un mot du temps qui passe? Oh non, mais c'est triste. C'est triste à vivre. Bon, c'est inéluctable, on ne peut rien faire contre ça, malgré les traitements hormonaux, malgré la chirurgie esthétique et tout ça. Le corps vieillit, mais on garde, enfin, en tout cas, moi j'ai l'impression d'avoir gardé les curiosités, les enthousiasmes de mes 30 ans, même de mes 20 ans d'ailleurs. On va s'arrêter et on va débriefer en quelques secondes, Françoise. Attention, le fauteuil va se retourner. Vous avez l'impression qu'on vous a un peu mieux
comprise ce soir? Alors là, étant donné ma secondarité épouvantable, ça, ce sont des choses, vous savez, je vais pendant plusieurs jours repenser malgré moi. Hein, ça va me traverser l'esprit. Je vais me dire mais on a parlé de ça, mais pourquoi je n'ai pas répondu ça? Ça me fait ça à chaque fois. Ça vous fait ça à chaque fois? À chaque vous fois, refaites l'histoire à chaque fois. Je suis tourmentée pendant plusieurs jours jusqu'à ce que j'oublie complètement. J'ai toujours des regrets de ce que j'aurais dû ou pu faire qui aurait été mieux. Voilà. J'ai toujours des regrets de ce que j'aurais pu ou dû faire qui aurait été mieux. Ça vous résume parfaitement. Pas que sur cette émission-là, mais c'est ça vrai, votre vie en fait. C'est vrai, comme tous les angoissés, je suis perfectionniste. Voilà, le secret est là. On va quitter ce plateau par la phrase traditionnelle, pour vivre heureux, et c'est vous qui complétez. Pour vivre heureux? Il y a 3 petits points, vous mettez ce que vous voulez derrière. Oh là là, mais ça demande réflexion. Oui, je sais bien, mais dites-moi quelque chose et puis vous regretterez ce soir à vous endormir. Pour vivre heureux. Oui, mais alors là, je cale. Alors, pour vivre heureux, lisons les meilleurs livres, voyons les meilleurs films, regardons les plus beaux paysages, écoutons les plus belles musiques. Et là, moi, ça suffit à mon bonheur, largement. C'est parfait. C'est un peu long à inscrire, mais ça nous ira très bien, Françoise Hardy. Bonne nuit, Françoise.